Le D'Artagnan, la drague la plus redoutable au monde, a tout juste 4 heures pour approfondir le chenal central du canal de Panama. Si on doit le faire, il ne faut pas perdre de temps. Le moindre retard risque de provoquer un embouteillage de cargo qui coûterait plusieurs millions de dollars. Doucement, doucement. Le TUHD-60, cet engin de démolition à bras télescopiques, détruit tout sur son passage, en plein cœur d'Amsterdam, juste le long d'un des plus célèbres canaux de la ville. Il y a un truc qui cloche. Je crois que le tuyau est cassé. Le Sea King. Ce cheval de guerre multifonction a été remis à jour pour affronter les champs de bataille du XXIe siècle. Les équipages et les commandos qui l'utiliseront se préparent au combat. Couchez-vous dans les buissons. Balance. Port de Balboa, Panama. Le canal de Panama, une voie navigable de 80 km qui sépare un continent en deux et relie les deux plus grands océans de la planète. Un tiers du commerce maritime international passe par ici. Construit en 1914, le canal de Panama est une merveille de l'ère industrielle. Mais presque 100 ans plus tard, il commence à montrer des signes de vieillesse. Aujourd'hui, il est au maximum de sa capacité. Les cargos sont de plus en plus imposants, et avec ses 14 mètres de profondeur, le canal n'est plus en mesure d'accueillir la nouvelle génération de géants. Il y a un siècle, les ingénieurs ont fait sauter la roche volcanique. Mais compte tenu de la fréquentation du canal aujourd'hui, cette méthode serait mauvaise pour les affaires. Il faut creuser le fond du canal et une seule machine sur Terre en est capable. Le D'Artagnan, la drague la plus redoutable au monde. Longueur 124 mètres. Vitesse 23 km/h. Poids 10 600 tonnes. Le D'Artagnan est une drague suceuse à désagrégateur équipée de 112 dents capables de mâcher 5000 tonnes de roches dures par heure. Bien reçu. Le commandant Gérard Maziol dirige l'équipage du D'Artagnan au cours de cette odyssée hors du commun. Et il attend des résultats. Moins on passe de temps à manœuvrer, plus on en passe à draguer le fond. Le mécanicien en chef Gilles Niquet, ancien de la marine marchande, est en charge de l'approvisionnement de la bête en énergie. Les 24 mégawatts d'énergie consommés par la drague représentent en gros la consommation d'une ville de 6000 habitants. 6 heures du matin. Tous les bateaux doivent payer jusqu'à 100 000 $ au gouvernement panaméen pour emprunter le canal. Ces frais de péage font vivre l'économie du pays. Et à 10 heures du matin aujourd'hui, le canal va fermer pour 4 heures, le temps que le D'Artagnan agrandisse le chenal central près de l'entrée Pacifique. Pour cela, l'équipage doit sortir 20 000 tonnes de roches dures d'ici la fin de la journée. Si l'objectif n'est pas atteint, toute l'économie du pays en pâtira. On a une grosse pression financière. Le D'Artagnan commence par creuser les bords du chenal. Pour se mettre en position, la drague se sert de 2 bras géants en acier qui restent plantés en permanence dans le fond du canal. Un bras ne bouge pas pour soutenir le poids du navire, tandis que l'autre avance. La drague prend appui sur le bras immobile pour avancer. Chaque mouvement vers l'avant est suivi d'un balayage latéral. 2 ancres de part et d'autre du bateau le stabilisent, tandis que des moteurs électriques lui permettent de se déplacer et de faire décrire un arc de cercle au désagrégateur. C'est un système de balayage. Ces 2 ancres permettent au bateau de balayer de droite à gauche. Dès que le D'Artagnan est en position, l'opérateur en chef Paul Varanan met le désagrégateur en marche.
Sa puissance rotative phénoménale n'est pas seulement dangereuse pour la roche, elle est aussi pour le navire. Si l'énergie n'est pas distribuée de façon homogène quand la tête de coupe est actionnée, les vibrations risquent de désagréger le D'Artagnan. Pour rester en un seul morceau, la drague se sert de son cerveau. Le D'Artagnan est unique, car il est totalement automatisé. L'opérateur peut le laisser balayer de gauche à droite sans toucher à rien. L'ordinateur central de la drague contrôle en permanence les charges qui pèsent sur les ancres, les bras et la tête de coupe. Un système de navigation GPS met sa position à jour toutes les secondes pour que l'équipage puisse le maintenir sur la bonne trajectoire. La salle des commandes est le cerveau du bateau. Le D'Artagnan fonctionne à plein régime. 8 heures du matin. Au bout de 2 heures de travail, Ben vérifie les performances. Elles sont en dessous des résultats escomptés. Le basalte est plus dur que prévu. Les capteurs montrent que les dents de la tête de coupe sont usées jusqu'à la racine. Et si le D'Artagnan doit désagréger 20 000 tonnes de roche en 4 heures, il va avoir besoin de tout son mordant. Amsterdam, aux Pays-Bas. Cette ville superbe est célèbre de par le monde par son architecture. Des rangées d'immeubles hauts et étroits bordent un réseau de canaux qui traversent le centre-ville de part en part. Mais à la fin des années 60, la prestigieuse université d'Amsterdam a fait construire un nouveau bâtiment des sciences qui détonnait quelque peu dans le paysage. Il était à la pointe de la technologie d'alors et pas très joli. Si les habitants de la ville s'écoutaient, ils démoliraient d'un bloc cette relique d'un autre temps. Le problème, c'est qu'elle est cernée de très beaux immeubles anciens et qu'une démolition pure et simple risquerait de saccager tout le quartier. Sans compter que le complexe mesure 50 mètres de haut et n'est pas accessible à du matériel de démolition conventionnel. Une seule machine au monde est capable d'accomplir cette mission. Voici un engin de démolition à bras télescopique appelé TUHD-60 pour les intimes. Un tyrannosaure du XXe siècle. Largeur, 5 mètres. Poids, 180 tonnes. Portée, 60 mètres. Un système hydraulique à haute pression actionne des mâchoires capables de déchiqueter des piliers en béton armé ou des dalles en pierre brute. Quand ce monstre se met en marche, mieux vaut courir vite, car il ne fera pas de quartier. Willem van den Nagel est l'opérateur et seul maître de la machine. Cet engin se conduit avec les yeux, les oreilles et l'instinct. Je n'écoute pas la radio toute la journée, je n'écoute que la machine. C'est ma musique. Arjan Stans est le chef de chantier. On peut casser n'importe quoi, du béton, du fer, tout. Paul Kenneth est chargé de la maintenance de la machine. 7 heures du matin. Willem prend son service. Pour lui, ce n'est pas un travail comme les autres. C'est une histoire d'amour. Mais aujourd'hui, le TUHD-60 ne lui rend pas son affection. On n'a pas de jus. Il refuse de démarrer. C'est cassé. Le technicien Paul Kenneth vient en renfort pour trouver la raison de la panne. Le TUHD-60 compte plus que 3 km de câble. Trouver le court-circuit revient à chercher une aiguille dans une très grosse meule de foin. On fait tout ce qu'on peut pour obtenir des délais plus longs pour la démolition. Et le temps est en train de filer sans qu'on puisse rien faire. Au bout de 15 minutes de recherche, Paul trouve le coupable. Il y a une solution? C'est cassé. La rupture d'une cosse de câble à 50 cm vient d'interrompre un projet de démolition de 2 millions d'euros.
Le remplacer devrait être simple, mais il n'y a pas la pièce correspondante sur le chantier. Paul ne va pas attendre une livraison sans rien faire et se met à fouiller tous les boîtiers électriques à la recherche d'une pièce qui ferait l'affaire. Pendant ce temps, Willem fait jouer ses réseaux pour être livré rapidement. Les fouilles de Paul ne sont pas concluantes, mais Yann, l'électricien du chantier, a répondu à l'appel au secours de Willem. Il apporte toute une série de cosses, sauf qu'aucune n'est parfaitement adaptée au TUHD 60. La taille pour le câble est la bonne, mais le trou est trop petit, donc on va l'agrandir. Si une pièce n'est pas adaptée, Willem se retrousse les manches. L'atelier possède les outils nécessaires pour parer à toute éventualité. Dès que la cosse improvisée est prête, Willem et Paul la montent sur la machine. Si la nouvelle pièce provoque un court-circuit, cela entraînera un retard qu'ils ne peuvent plus se permettre. Mais la pièce s'adapte parfaitement, le monstre reprend du service et ce bâtiment va passer de vie à trépas. Entre les mains expertes de Willem, les mâchoires de 2,5 tonnes broient le béton avec une précision extrême. Mais ce bâtiment ne se rend pas sans résistance. Il ne cesse de cracher des gros blocs de béton et d'acier capables d'écraser un homme ou du matériel. Des barreaux en acier de 3 cm protègent le conducteur, mais les gravats s'amoncellent dangereusement autour de lui. Le bâtiment des sciences surplombe un canal. Tout le matériel de démolition, y compris le TUHD 60, repose sur une plateforme de travail provisoire soutenue par 4 rangées de piliers en acier ancrés au fond du canal. La pelleteuse 345B du chantier travaille sans relâche pour évacuer les gravats à peine tombés sur la plateforme. Mais la charge s'accumule. Ariane n'est pas rassurée. Trop de poids sur la plateforme risque de la faire sombrer ou même s'effondrer. Et elle commence déjà à trembler. Yeovilton, Angleterre. Cette région paisible du sud-ouest du pays cache un secret. À 10 km de la petite ville pittoresque de Yeovil, nichée parmi les collines verdoyantes, se trouve la base de la force hélicoptère des commandos de la Royal Navy. Aujourd'hui, un exercice se déroule sur cette base haute sécurité pour préparer les membres du commando à la guerre en Afghanistan. Sur le champ de bataille, ils seront confrontés à un terrain montagneux, une chaleur écrasante et un froid mordant, de la poussière dévastatrice et un ennemi déterminé. Pour survivre dans un environnement aussi hostile, ces troupes d'élite ont besoin d'un appareil extraordinaire. C'est le Sea King HS-4. Cet hélicoptère blanchi sous le harnais est un vétéran des Malouines, des Balkans, de l'Irak et de l'Afghanistan. Puissance 2800 chevaux. Vitesse 222 km/h. Poids 6 tonnes. Volant vite et bas, le Sea King peut infiltrer jusqu'à 27 soldats au-delà des lignes ennemies et transporter jusqu'à 3 tonnes de charges suspendues. Le tout nouveau modèle HC4+ est équipé d'un système de capteurs sophistiqué qui améliore la qualité des opérations de nuit et par mauvais temps. Les rotors, les pales et les commandes de vol ont été modifiés pour augmenter l'endurance et la capacité de levage. Le Sea King est désormais paré au combat. L'exercice d'aujourd'hui va offrir aux équipages des commandos l'occasion de se frotter à cette machine de guerre. Jim Bellis est commandant d'escadrille. Le Sea King est un appareil exceptionnel, aussi bien dans le désert afghan que dans les glaciers norvégiens. Il est performant et fiable.
Stuart Butch Cassidy est pilote. C'est le meilleur commando avec lequel voler et le meilleur appareil. Anton Rushmere va commander les 30 commandos à bord du Sea King lors de cet entraînement au combat. Ok les gars, préparez-vous à recevoir les ordres. Tandis que les pilotes apprivoiseront l'hélicoptère, ces hommes apprendront à l'exploiter sur le champ de bataille. Dans quelques semaines, ces commandos et ces hélicoptères combattront en Afghanistan. L'exercice d'aujourd'hui va simuler une opération contre les talibans. Un premier Sea King va infiltrer un petit groupe de soldats pour sécuriser un périmètre d'atterrissage en vue d'une offensive. D'autres hélicoptères arriveront ensuite avec la force principale pour donner l'assaut. La coordination doit être parfaitement au point. Sur un terrain aussi accidenté que l'Afghanistan, un posé d'hélicoptères peut être très risqué. « 9 h du matin. Avant de commencer l'exercice, Anton doit s'assurer que ses hommes sont capables de descendre le long d'une corde de 60 mètres. Vas-y. Jambes serrées. Jambes serrées. Mais certains ont des difficultés et Anton est inquiet. On est tous un peu rouillés. Mais c'est à ça que sert l'entraînement. À se préparer au combat. Attends, stop. Mais un commando ne renonce jamais. Un instructeur non plus. Penche-toi en arrière. Pour une belle formation en croix. Au bout de 90 minutes d'effort, tous les commandos ont réussi l'épreuve. On a d'abord un peu d'appréhension qui se transforme en excitation. On est prêt à intervenir. Je suis impatient. 11 h du matin. Tandis que les commandos se préparent, les techniciens de la Royal Navy apportent la touche finale aux modifications du Sea King. Le décollage est prévu dans 2 heures. Ces nouvelles pales de rotor sont plus fines et plus légères que les précédentes. Elles sont coudées à l'extrémité comme les ailes d'un avion de chasse. Cela réduit les vibrations et la résistance au vent et augmente l'autonomie et la capacité d'emport. La grande différence, ce sont les pales. Si on envoyait un vieux modèle en Afghanistan, il serait capable de transporter les hommes et c'est tout. Avec ces pales, sous 40 degrés, on va pouvoir emmener 5 hommes avec leur équipement et peut-être même une charge supplémentaire. C'est un bien meilleur atout sur le champ de bataille. Cet escadron de Sea King a déjà essuyé les plâtres. Ses cicatrices le prouvent. 11 h 30. Dans 90 minutes, le pilote Butch Cassidy est censé s'envoler dans cet hélicoptère. Mais les techniciens sont toujours au travail. On a monté un rotor à 5 pales à l'arrière, ce qui nous donne des performances excellentes, comparé à ce qu'on avait en Irak. On a aussi des moyens de vision nocturne, ce qui nous rend plus efficaces pour les opérations nocturnes. Nous sommes les meilleurs actuellement dans ce domaine là-bas. L'un des problèmes majeurs des hélicoptères en Afghanistan, c'est la poussière qui enraye les plaquettes de frein. Ce nouveau filtre devrait les protéger. Mais les techniciens ont du mal à le mettre en place. Les boulons sont trop petits. Tant que l'oiseau reste coincé dans un hangar, personne ne s'entraînera au combat. Le port de Balboa, canal de Panama. Le D'Artagnan a émoussé ses dents sur la roche volcanique. Travailler au ralenti quand le canal sera fermé pour lui permettre d'accomplir sa mission serait inacceptable. Si on doit le faire, il ne faut pas perdre de temps. Le D'Artagnan a besoin d'un dentiste en urgence. Prendre du retard maintenant coûte cher, mais c'est mieux que de perdre du temps pendant la fermeture du canal. L'équipe de techniciens se met au travail pour remplacer les 30 dents élimées en seulement 15 minutes. On va remplacer toutes les dents usées le plus vite possible. C'est un peu comme un arrêt au stand en Formule 1. Mais au lieu de 4 pneus, on a 30 dents à remplacer.
Pour cette opération délicate, tous les rôles sont clairement définis. Tout le monde travaille en équipe et c'est ce qu'il a à faire. Le temps, c'est de l'argent. Plus on fait vite, plus vite on peut draguer. Les dents sont solides, mais la roche la plus dure au monde peut en avoir raison en 15 minutes. Les dents sont usées sur une surface bien trop importante. Du coup, elles ne s'enfoncent plus dans le sol. Toute l'équipe a conscience de l'urgence et travaille d'arrache-pied. Les gars ont bien bossé. Ils ont réussi à changer 6 rangées, soit 30 dents, en 15 minutes. Le D'Artagnan est prêt à mordre la terre à nouveau. Une fois la tête remontée, la drague la plus puissante au monde se remet au travail. À chaque passage, elle désagrège des milliers de tonnes de roches et les travaux avancent à vitesse grand V. Mais la puissance de la machine est telle que les berges boueuses du canal commencent à céder. Les ancres bougent et le bateau devient difficile à contrôler. La force de traction est trop élevée. L'ancre a bougé et le bateau aussi. C'est fondamental que l'ancre tienne bon. Chaque seconde de perdu retarde un tiers du commerce maritime international. Pour que la drague puisse manœuvrer en toute sécurité, il faut l'ancrer solidement dans le sol. Mais il faut agir vite. On est en train de repositionner l'ancre parce qu'elle bougeait trop. Mais on n'a que quelques minutes pour le faire. Contrôler une ancre de 27 tonnes suspendue au bout d'un câble de 100 mètres de distance n'est pas une mince affaire. C'était pas assez stable pour les ancres. On doit recommencer. Heureusement, rien n'arrête ces spécialistes de haut niveau. Les ancres sont repositionnées, la tête rabaissée et prête à travailler. À 10 heures, le canal va fermer pour que la drague puisse approfondir le chenal central. Pour préparer la machine, le capitaine Maziol prévoit de déplacer à la fois la drague et le pipeline qui l'accompagne. Pour nous mettre en position, il nous faut 4 ou 5 heures avec le pipeline. On va bloquer tout le canal. Si on a l'autorisation, c'est bon. L'opération doit être d'une extrême précision pour optimiser le créneau de fermeture. On fait un gros trou tout autour, jusque-là, et on enlève le reste par devant. Ça va pas être facile. Mon objectif est d'agir le plus vite possible, car chaque minute coûte cher. L'équipage ne doit rien laisser au hasard. Les milliers de tonnes de gravats que le D'Artagnan va déverser sur la rive toutes les heures pourraient entraîner de sérieux problèmes. Ils sont acheminés par un pipeline flottant d'1,5 km. Mais les morceaux de basalte durs et tranchants usent l'intérieur des tuyaux. Le pipeline s'abîme dangereusement. On doit le tourner pour l'user de façon homogène. L'usure du pipeline risque d'empêcher le D'Artagnan de terminer sa mission dans les 4 heures dont il dispose. Il faut le changer rapidement de position. Doucement, doucement, doucement. Amsterdam, aux Pays-Bas. Le TUHD 60 continue de démolir le bâtiment des sciences de l'Université d'Amsterdam qui surplombe un canal. Mais les gravats s'entassent et menacent d'endommager la plateforme qui porte la machine. Le chef de chantier ne peut prendre aucun risque. Il suspend les opérations. Ce retard supplémentaire est un coup dur pour Ariane. Il doit appeler un ingénieur en construction pour savoir si le travail peut continuer en toute sécurité. On sent que la plateforme bouge. L'engin de démolition est à l'arrêt, mais les pelleteuses et les camions bennes tournent autour à plein régime pour réduire le poids de la plateforme.
Quand l'ingénieur arrive sur les lieux, Ariane ne perd pas une minute à le mettre au travail. Il n'y a que 70 cm entre la plateforme et la surface du canal. Ce n'est pas large pour atteindre les renforts métalliques. Le chef de chantier a connu des jours meilleurs. Les 4 rangées de piliers qui soutiennent la plateforme doivent répondre aux critères de sécurité afin de pouvoir continuer. Les soudures doivent avoir lâché. C'est pour ça que la plateforme bouge horizontalement et verticalement. Willem et Paul doivent attendre le verdict de l'ingénieur. C'est la totale aujourd'hui. C'est vrai. Lorsque l'ingénieur émerge enfin, son air est grave. Ariane sait que cet homme a le pouvoir d'annuler toute l'opération. D'après ce que j'ai vu en dessous, je comprends pourquoi le mouvement inquiète l'opérateur. Ça ne bouge pas beaucoup. Je ne pense pas que la plateforme pose problème. C'est une bonne nouvelle. Une fois le feu vert donné, Willem redémarre la TUHD 60. Il exploite au maximum les 60 mètres de portée de la grue pour démolir les étages supérieurs. Mais alors que Willem semble trouver son rythme, il détecte un nouveau problème. Il y a un truc qui cloche. La bête ne mord plus. Willem doit intervenir rapidement ou il court à la catastrophe. Yeovilton, Angleterre. 12 heures. Les techniciens essaient en vain d'opérer une modification cruciale sur le nouveau HC Sea King. Les boulons sont trop petits. Ils rivalisent d'ingéniosité afin que l'hélicoptère soit prêt pour l'exercice dans 1 heure. Les pilotes sont déjà en train d'être briefés. On embarque 5 minutes avant. Puis roulage à 12h57 et décollage à 13h. Mais si l'appareil n'est pas prêt, le décollage n'aura pas lieu. On va avancer par groupe de 2, derrière les arbres. Ça va poser problème quand on va devoir descendre. D'après le manuel, les techniciens ont besoin de boulons extra longs de 5 cm pour fixer les filtres anti-poussière des freins du Sea King. Ils possèdent tout un arsenal d'écrous et de boulons pour tous les hélicoptères possibles, mais aucun ne fait l'affaire. Les plus ressemblants sont des boulons de 4 cm qui appartiennent à un autre appareil. Le commando est sur le pied de guerre. Notre mission, après insertion par l'hélico, c'est d'investir le terrain et de dominer la zone. Des questions? Mais si le Sea King n'est pas prêt à temps, ils n'iront nulle part. Combien de temps il faudra pour leur monter? 1 heure, Maxi. Le décollage est prévu dans 1 demi-heure. Les boulons de secours sont tout juste assez longs. 4 tiges ressortent suffisamment pour fixer les filtres, mais les écrous s'adaptent à peine. Le travail se poursuit sous l'œil attentif du chef mécanicien. Bien que l'installation réponde à des critères de qualité élevés, le matériel n'a pas été testé et cet hélicoptère ne volera pas aujourd'hui. Il faut lui trouver un remplaçant. Sur le tarmac, le pilote Cassidy attend. L'exercice doit commencer dans quelques minutes, mais il ne peut bâcler les vérifications du prévol. Une fois l'hélicoptère contrôlé, le commando d'Anton Rochmer peut embarquer. Le Sea King décolle et se dirige vers la zone d'atterrissage à 200 km. Voler à 30 mètres minimise les risques d'être repéré par les radars ennemis. Donc il est essentiel pour les pilotes de s'entraîner à voler bas.
À l'approche de la zone d'atterrissage, Anton jette la corde. Au combat, un hélicoptère est vulnérable lorsqu'il fait du surplace. Les soldats doivent descendre le plus vite possible pour sécuriser le périmètre. Le vent s'est levé. Mais des rafales perturbent l'opération. Si l'hélicoptère penche plus de 10 degrés, les hommes risquent de s'emmêler dans la corde en descendant. Fort heureusement, les nouvelles pales du rotor du Sea King, qui diminuent la résistance au vent, permettent à l'hélicoptère de rester parfaitement stable. Au sol, les soldats délimitent la zone. Ils doivent tenir leur position jusqu'à l'arrivée du gros des troupes. Sur un champ de bataille, c'est une étape critique. À chaque minute, l'ennemi est susceptible d'apparaître. Les renforts doivent arriver en hélicoptère d'ici 5 minutes. Mais 5 minutes passent et le ciel reste d'un calme inquiétant. Les hommes d'Anton Rushmer sont seuls. Port de Balboa, canal de Panama. 9 h du matin. L'équipage de la drague a cessé de creuser pour retourner le pipeline usé d'un seul côté. Dans 1 heure, le canal doit fermer pour permettre à la machine d'approfondir le chenal central. L'annexe de D'Artagnan, Aramis, doit agir vite. Armé de 2 grues et d'une équipe de mécaniciens hors pair, Aramis est un gigantesque engin multifonction. Jaco Besta est aux commandes. On doit s'assurer de ne pas inverser le haut et le bas. Pour que la grue ait une prise, l'équipage du Aramis noue autour du pipeline de larges sangles en toile résistantes de 10 mètres de long. 1, 2, 3. Dès qu'elles sont en place, la rotation peut commencer. On va tourner de 120 degrés. Encore. Cédric, soulève un peu. Merde. Le pipeline est coincé. Jaco doit trouver une solution. On va faire un trait sur les deux et changer après. 90 degrés, c'est là. Donc on doit tourner par là pour que ce soit dessus. T'es prêt? Cédric. Doucement, doucement. Pause. C'est bon, 90. Bravo. C'est très bien passé. Le pipeline est paré à pomper, mais la drague a encore du pain sur la planche. Le D'Artagnan est prêt à relever le défi. Dans quelques minutes, il va se positionner au centre du canal le plus fréquenté au monde et interrompre le trafic. 4 heures durant, l'équipage du capitaine Maziol n'aura pas le droit à l'erreur. On ne peut pas rester 2 heures sans draguer quand on n'a que 4 heures pour terminer cette section. 10 heures du matin. La circulation sur le canal est interrompue. 1/3 du trafic maritime mondial attend au large des côtes du Panama. C'est le moment de passer à l'action. Les ancres sont en position, les bras plantés au fond du canal. On démarre les moteurs, le navire effectue son premier balayage. Et la tête de coupe commence son travail. En salle des machines, le chef mécanicien Gilles Niquet pousse les centrales d'alimentation au maximum de leur capacité. On contrôle toute l'énergie à partir de ce panneau. Il doit s'assurer que le D'Artagnan donne tout ce qu'il a pour le capitaine Maziol. Les 24 mégawatts d'énergie consommés par la machine représentent en gros la consommation d'une ville de 6000 habitants. C'est la drague la plus puissante au monde. 13 heures. 3 balayages plus tard et 3 heures après le début des opérations, un signal d'alarme retentit. Gilles Niquet se précipite en salle des machines. On ne connaît pas la gravité de l'incident.
Des capteurs indiquent un blocage au niveau du tuyau d'aspiration. Si les mécanismes sont touchés, les conséquences seront dramatiques. On doit arrêter de draguer pour s'occuper de ce problème. L'heure tourne, mais l'équipe n'a pas d'autre choix que d'intervenir. Il y a une grosse pierre dans la pompe à eau. Il faut l'évacuer. Ben inspecte le pipeline. Si la pierre a endommagé la pompe, elle ne pourra plus évacuer les gravats et l'opération sera interrompue pour une durée indéterminée. Rien. On a ouvert le pipeline pour voir si la pierre était encore là, mais apparemment, elle était ressortie. On a vite refermé pour pouvoir recommencer à draguer. Plus de peur que de mal. L'opération reprend son cours, mais l'incident pourrait s'avérer coûteux. Il ne reste plus qu'une heure avant la fin des opérations. Les moteurs grondent et la tête désagrège sans relâche. Enfin, l'équipage a repris le dessus. Un dernier effort et la drague entame la dernière ligne droite. Elle termine in extremis à quelques minutes de la réouverture du canal. On a fini juste à temps. On a même fait plus que prévu. C'était une bonne journée. On a fait le meilleur travail possible en 4 heures. Mission accomplie. Le canal de Panama est désormais plus profond, plus large et les bateaux peuvent l'emprunter. 20 000 tonnes de roches volcaniques, du gâteau pour la drague la plus puissante au monde. Amsterdam, aux Pays-Bas. La démolition spectaculaire du bâtiment universitaire en plein cœur de la ville attire les foules. Mais un tuyau hydraulique défaillant vient jouer les troubles fêtes. Je crois que le tuyau est cassé. La puissance des mâchoires vient d'un liquide injecté dans les pistons à 345 bars. Mais un joint n'est plus étanche. Il y a une fuite et l'énergie des pistons ne va nulle part. Paul sait qu'il n'y a pas une minute à perdre. Le liquide est nocif, mais le joint endommagé doit être remplacé et les deux hommes se mettent au travail. Mais le joint résiste. Paul se sert d'un tuyau en acier pour allonger la pince et faire office de levier. Face à une telle démonstration de force, le joint finit par céder. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il est irréparable. Et malgré le stock de pièces détachées du chantier, aucun joint ne correspond. Willem n'a plus qu'à retourner à l'atelier et tailler un nouveau joint dans un bloc de métal. Cette machine de plusieurs millions d'euros dépend désormais de ses talents de bricoleur. Paul fait un essai dès que la pièce est prête. Willem met le moteur en marche. Et la circulation du liquide reprend entre les pistons et le bras de démolition. Le monstre reprend du service. Willem a beau mettre les bouchées doubles, l'opération avance plus lentement que prévu. Il abaisse le bras pour examiner les dents. Il découvre que le béton a agi comme du papier de verre et éliminé l'écran métallique. Mais cette fois, pas besoin de jouer les bricoleurs. Paul a des dents de rechange. Willem n'a plus qu'à frapper fort, mais sans trembler surtout. C'est réparé.
Le TUHD-60 a retrouvé toute sa hargne et ce bâtiment sera bientôt de l'histoire ancienne. Yeovilton, Angleterre. La petite troupe d'Anton Rochmer attend les renforts. En Afghanistan, des soldats isolés de leur base seraient en danger de mort. Mais les minutes passent et il ne peut que regarder le ciel avec angoisse. À la base, le premier hélicoptère des renforts est toujours cloué au sol. Au moment de ravitailler l'appareil en kérosène, une valve défectueuse a provoqué une fuite de carburant sur la piste. Les pilotes devraient déjà être dans les airs, mais ils doivent attendre que l'équipe au sol neutralise le risque d'incendie. À terre! À terre! Les minutes passent. En situation réelle, le commando d'Anton serait déjà cerné par l'ennemi à l'heure qu'il est, suite à son insertion par hélicoptère. Et une fois cerné, il faudrait riposter pour défendre le périmètre d'atterrissage. Sur la piste, les canons à mousse sécurisent le carburant répandu. Le tarmac est nettoyé. Les renforts ont désormais l'autorisation de décoller, mais ils ont pris un retard considérable. C'est parti, on y va. Les pilotes Jim Bellis et Butch Cassidy mettent les gaz pour voler au secours du commando d'Anton Rochmer avant que l'ennemi n'attaque. Ils arrivent! 10 minutes plus tard que prévu, Anton aperçoit un magnifique spectacle. Une volée de Sea King chargée d'hommes et d'équipements. Les troupes se déploient en quelques secondes. Allez-y! Plus vite, plus vite! Une fois en position, elles passent tout de suite à l'offensive pour disperser l'ennemi. Dans les buissons! Compte tenu de l'effectif en présence, l'opération est vite terminée. Grenade! Visez, ne tirez pas bêtement! Je ne peux pas demander mieux. C'est notre boulot. C'est ce qu'on fait le mieux. C'était une bonne journée. Le Sea King est super. Les gars ont adoré. Le nouveau modèle du Sea King a fait ses preuves et les pilotes ont montré qu'ils étaient capables de le maîtriser. C'était un entraînement génial. Ça a super bien marché. Cet hélico est prêt pour l'Afghanistan. Les commandos des Royal Marines peuvent partir au combat l'esprit tranquille. Ils savent qu'ils peuvent compter sur une machine de guerre inégalée.